Bonjour et bienvenue à ce midi-conférence de l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke. Il me fait plaisir de vous présenter sans plus tarder le conférencier d'aujourd'hui, M. Denis Leclerc, physiothérapeute. Denis a consacré toute sa carrière comme clinicien auprès d'une clientèle orthopédique externe et a développé une expertise particulière en exercice thérapeutique et en rééducation de la posture et du mouvement. Depuis 2008, il est chargé de cours au programme de physiothérapie de l'Université de Sherbrooke, où il est grandement impliqué dans les unités d'orthopédie. Entre autres, il introduit le sujet de la rééducation du contrôle moteur aux 3e et aux 4e années de notre programme. Depuis plus de 10 ans, il offre également un programme de formation continue dans ce domaine pour les professionnels de la physiothérapie. C'est donc avec plaisir que je vais laisser la parole à M. Denis Leclerc. Bonne conférence. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter ce web séminaire sur un sujet passionnant, la rééducation du contrôle moteur pour une clientèle orthopédique en physiothérapie. Au cours de cette présentation, nous allons tenter de répondre à 3 questions. La première, pourquoi s'intéresser davantage au contrôle moteur auprès d'une clientèle orthopédique? La deuxième, pour qui, en ce sens, à quel type de clientèle s'adresse l'approche que je vous propose? Et ensuite, comment implanter cette approche avec vos patients dans la réalité de votre milieu clinique. Les objectifs plus spécifiques de cette présentation sont les suivants. Définir la place de la rééducation du mouvement physiothérapie orthopédique. Proposer un modèle facile à implanter dans votre milieu pour évaluer et traiter objectivement les déséquilibres musculaires et les déficiences du contrôle moteur. Le troisième objectif, à l'aide de brèves histoires de cas, on va introduire les exemples où ce modèle s'applique bien. On va ensuite apprécier la valeur de cette approche en physiothérapie préventive et finalement, au fil de la présentation, on prendra connaissance des données qui supportent ce modèle d'intervention. À ce propos, les références sont à la fin du PowerPoint en PDF qui vous a été envoyé avec la présentation actuelle, la présentation audio. Donc, allons-y peut-être pour la première question. On va tenter d'y répondre. C'était pourquoi s'intéresser davantage à la rééducation du mouvement et du contrôle moteur en orthopédie. Il faut d'abord peut-être définir la place de cette approche à l'aube des années 2020 en physiothérapie. Cela, il faut sortir de nos frontières, car actuellement, ce champ d'expertise se développe surtout ailleurs qu'au Canada. Alors, en effet, dans plusieurs pays, on définit même le physiothérapeute comme l'expert de la rééducation du mouvement. À titre d'exemple, un des plus grands regroupements de physiothérapeutes de la planète, l'Association américaine de physiothérapie, a émis en 2013 l'énoncé de vision que vous voyez sur l'écran. Je vais le traduire. Donc, c'est transformer la société en optimisant l'expérience du mouvement pour améliorer l'expérience humaine. Donc, on s'entend que c'est un énoncé de vision, c'est très philosophique, mais on voit jusqu'à quel point le mouvement est central dans l'énoncé. Au Canada, bien que nous ayons très bonne réputation à l'international en physiothérapie, on doit avouer qu'on accuse un certain retard dans le champ d'expertise de la rééducation du mouvement. Et là, on s'entend auprès d'une clientèle orthopédique. Je ne parle pas de la clientèle neurologique où on est très, très bien. Il devient urgent, en fait, de s'inspirer des leaders dans le domaine, ailleurs qu'au Canada, pour se mettre un peu à niveau dans ce champ d'expertise. Alors, par exemple, aux États-Unis, depuis déjà près de 20 ans,
l'approche Sarman de Shirley Sarman, qui est située à Saint-Louis, dans le Missouri. Cette approche-là développe un modèle d'évaluation et de traitement du mouvement depuis déjà plusieurs années. Et comme on pourrait dire dans leur jargon à eux, ils appellent ça le Movement System Impairment Syndromes. Ailleurs sur la planète aussi, en Grande-Bretagne et en Australie, par exemple, il y a un autre groupe qui s'intéresse beaucoup au sujet, le groupe Kinetic Control. Ce groupe a développé une série de tests de contrôle moteur et de stratégies de traitement qui sont basés justement sur la rééquilibration musculaire et la rééducation du contrôle moteur. Ce dernier groupe, le groupe Kinetic Control, a une influence majeure présentement là, en Europe, en Asie, en Scandinavie et plus récemment même en Amérique du Sud. Donc, ils ont formé beaucoup de professionnels de la physiothérapie pour devenir des experts dans l'évaluation et le traitement des anomalies de mouvement. J'ai eu la chance d'être formé par les deux écoles que je vous parle actuellement. Je suis allé sur place à Saint-Louis aux États-Unis et à Londres avec Kinetic Control. Et je peux vous confirmer qu'ils ont une bonne longueur d'avance dans le domaine sur nous. Je crois tout simplement qu'on devrait s'inspirer de ces leaders pour faire bénéficier nos patients orthopédiques de ces avancées. Je crois aussi qu'on devrait s'inspirer de la physiothérapie neurologique. En fait, nos collègues qui traitent des patients en neurologie utilisent beaucoup l'évaluation de la qualité du mouvement. Si on regarde un formulaire d'évaluation classique d'un patient, par exemple, AVC, la proportion de l'évaluation qui touche la qualité du mouvement est énorme. Et conséquemment, la majorité du plan de traitement qui est proposé aux patients consiste en une rééducation du mouvement. Alors, on pourrait peut-être se poser la question, pourquoi en serait-il autrement en orthopédie? Si on regarde un formulaire d'évaluation classique orthopédique, on doit admettre que l'évaluation du contrôle moteur est très discrète, ce qui se traduit par un plan de traitement trop peu orienté vers le mouvement. Je fais juste un petit retour pour faire une analogie et un parallèle là, entre la neurologie et l'orthopédie. Shirley Sarman, celle qui a développé l'approche de Movement Impairment Syndrome, si on regarde son curriculum, on pourrait dire, c'est une dame qui a un PhD en neurobiologie. Alors, elle s'est beaucoup inspirée de ce qui se fait en neuro pour l'appliquer en ortho. D'ailleurs, dans son entourage, on prétend qu'elle a appliqué, dans le fond, les principes de la neuro à la clientèle orthopédie pour développer son approche. Donc, ça nous amène à finir de répondre à notre première question, qui était pourquoi est-il si important d'évaluer le contrôle moteur et l'équilibre musculaire en orthopédie? Bien, la réponse à cette question, en fait, elle réside peut-être dans le phénomène de la douleur, en fait. Et dans le fond, c'est la raison pour laquelle les gens que je vous ai parlé tantôt en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ces approches-là se sont développées en se basant sur la douleur qui s'imprime, on pourrait dire, au niveau du cerveau et qui dérange jusqu'à un certain point le contrôle moteur, donc la qualité du mouvement d'un patient qui souffre d'une douleur. On sait maintenant que la douleur a un impact significatif sur notre cerveau. On pourrait même faire une analogie avec l'AVC. En fait, la douleur crée, on pourrait dire, une micro-lésion au cerveau, certes de moindre importance qu'un AVC, mais qui engendre un dérangement suffisant pour perturber la réponse motrice. Et en plus, il est maintenant bien documenté
que tous les muscles ne réagissent pas tout à fait de la même façon à la douleur, ce qui entraîne d'autant plus un déséquilibre. Alors, on sait par exemple que certains muscles réagissent à la douleur par une hyperactivité, des spasmes protecteurs. Et on reconnaît que ce sont plutôt les muscles mobilisateurs, qui sont souvent des muscles longiformes, pluriarticulaires, qui tendent à réagir ainsi. On pourrait donner un exemple, par exemple, au genou. Lorsqu'un patient souffre d'une douleur au genou, assez souvent, l'ischio-jambier et le gastrocnémien vont réagir par hyperactivité, alors que d'autres muscles vont réagir à la douleur plutôt par inhibition. Si on reprend l'exemple du genou, on aurait notre quadriceps et en particulier peut-être la partie du vaste médial oblique qui réagit par inhibition. On pourrait donner d'autres exemples un peu partout dans le corps. Par exemple, au niveau lombaire, on sait que, par exemple, les muscles iliocostalis, qui sont considérés comme des mobilisateurs, qui sont des gros extenseurs superficiels, ont tendance à réagir à la douleur plutôt par hyperactivité, tandis que le multifide transverse profond, et même récemment, là, le psoas, partie très profonde, qui est située juste en face, en antérieur des corps vertébraux, ces muscles-là, en plus du transverse abdominal, ont tendance plutôt à réagir par inhibition. Et on pourrait continuer les exemples au cou, à l'épaule, etc. Donc, autrement dit, en présence de douleur, on se retrouve avec une espèce de cercle vicieux qui peut ressembler à ce qui est illustré ici. Une inhibition des muscles prédominance stabilisateur et une hyperactivité des muscles à prédominance mobilisateur qui entraîne ce déséquilibre, une altération du contrôle moteur, un mouvement de moindre qualité. Et ceci provoque des stress mécaniques répétitifs sur les tissus qui, à leur tour, engendrent un peu plus de douleur et le patient se retrouve pris un peu dans ce cercle vicieux. Le problème va surtout devenir plus important si la blessure persiste dans le temps. Le déséquilibre risque alors de s'amplifier, c'est-à-dire qu'on aura non seulement à ce moment-là des altérations, on pourrait dire, neuromotrices, mais aussi, si ça continue sur une longue période, on pourrait se retrouver avec des changements, on pourrait dire, un peu plus au niveau tissulaire. Par exemple, un muscle inhibé pendant plusieurs semaines, voire des mois, pourrait éventuellement, bien sûr, présenter une faiblesse musculaire. Et les muscles qui ont tendance à réagir par hyperactivité pourraient éventuellement réagir par des rétractions musculaires, une perte de flexibilité. Sans compter toutes les autres conséquences sur les tissus environnants, articulations, système neuroméningé. Bref, ce déséquilibre risque de devenir, on pourrait dire, presque entériné dans les tissus et non pas juste comme une réponse neuromotrice. Et bien sûr, si malheureusement la douleur est vraiment persistante et qu'on se retrouve en situation de chronicité, il y a toutes sortes d'autres problèmes secondaires qui vont s'additionner au déséquilibre et aux problèmes de contrôle moteur. On peut donc dire en conclusion que le patient se retrouve en réaction à une douleur, surtout si elle est persistante, et se retrouve dans une situation de déséquilibre important. Et notre rôle comme professionnel de la physiothérapie, c'est justement de tenter de rééquilibrer la situation. Et pour rééquilibrer la situation, je crois qu'on doit être en mesure de mieux évaluer la problématique du contrôle moteur pour effectivement mieux la traiter, un peu comme on le fait en neuro, en fait. Donc, on a répondu un peu à notre première question. Hein? C'est surtout pourquoi? C'est surtout un phénomène de douleur qui vient perturber, dans le fond, la situation. Maintenant, voyons pour qui, à qui s'adresse l'approche que je propose dans ce séminaire. Alors, comme n'importe quelle approche en physiothérapie,
il n'y a pas une approche qui est bonne pour tous les problèmes, hein. Donc, essayons de voir un peu dans quelle situation on va utiliser cette approche-là. Donc, l'évaluation du contrôle moteur, et on pourrait dire que c'est une évaluation qui est un peu plus une évaluation de deuxième degré. Elle est indiquée à partir de la phase subaiguë et bien sûr, comme on l'a dit tantôt, en phase de chronicité aussi. Elle est également très pertinente en physiothérapie préventive. On pourra le constater à mesure qu'on va avancer dans cette présentation-là. À cet effet, pour ce qui est de la phase, je vous rapporte à deux excellentes, dans le fond, références du même auteur, c'est Erwili, les références 10-11 que vous trouverez, comme on disait tantôt, à la fin du PowerPoint PDF. Ce sont deux articles contemporains sur les classifications des lombalgies non spécifiques et sur les approches de traitement qui sont recommandées. Je dirais que c'est essentiel à lire si vous traitez des lombalgies. Alors, dans ces deux brillants articles, il y a une place très, très importante pour évaluer et traiter les déficiences du contrôle moteur et les déséquilibres musculaires associés. Et on parle du moment propice pour le faire, qui est entre la phase très symptomatique d'un patient et lorsque le patient commence à avoir un peu moins de douleur. Là, c'est le temps de procéder à l'évaluation détaillée du contrôle moteur et des équilibres. Donc, c'est une référence très intéressante qui met en relief l'importance de l'approche qu'on propose ici. Autres points qui sont importants avant d'embarquer, on pourrait dire, dans ce processus d'évaluation plus précis, c'est très intéressant pour des patients qui ont des symptômes qui apparaissent en mouvement, évidemment. Ça peut, par contre, aussi s'appliquer à des patients qui ont des symptômes posturaux, donc en position statique. Et comme je le disais tantôt, en physiothérapie préventive, par exemple, un patient qui a des malaises, mais qui n'a pas vraiment de blessure, malaise en pratiquant un sport ou blessure qu'il a déjà eue, puis que le patient a de la difficulté à se débarrasser complètement, c'est vraiment un bon moment pour faire une évaluation du contrôle moteur. Donc, on a répondu aux deux premières questions. Il nous reste la troisième, qui est une question quand même assez importante, trop longue à répondre pour une présentation d'1 heure, mais je vais quand même vous donner les grandes lignes. Comment appliquer cette approche auprès de vos patients? Alors, 3 éléments majeurs lorsqu'on décide de passer en évaluation du contrôle moteur. On doit refaire une évaluation plus détaillée de la posture statique qui va comporter surtout une analyse biomécanique, une analyse des déséquilibres musculaires qui peuvent peut-être expliquer la posture antalgique du patient. Ensuite, deuxième évaluation détaillée, on va utiliser des tests de contrôle moteur. Et c'est là que les approches que je vous ai mentionnées tantôt vont nous être très utiles. Ces approches-là ont développé plusieurs, en fait des dizaines, des centaines de tests de contrôle moteur. Rassurez-vous, habituellement, on s'en tient à peu près à entre 2 et 5 tests de contrôle moteur. Et on va faire la même chose, on va évaluer la qualité du mouvement du patient, mais aussi essayer d'analyser pourquoi le patient entretient un mouvement antalgique de ce type. Donc, essayer de trouver les raisons pour lesquelles le patient bouge de cette façon. Et le troisième point, qui découle des deux premiers, c'est à partir de ces deux premiers points, on va tenter d'aller réévaluer de façon spécifique les déséquilibres qui pourraient peut-être être responsables de la posture antalgique et ou du mauvais contrôle moteur du patient. Alors, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite appliquer le modèle, donc ces 3 grands points-là, à une histoire de cas réel. Alors, il s'agit d'un homme de 32 ans qui, à la suite d'avoir fait du vélo intensif en terrain accidenté, a développé un problème lombo-sciatalgique. Donc, en gros, c'est un patient, c'est un comptable, un ancien sportif qui avait délaissé le sport pendant plusieurs années et qui a décidé d'acheter un vélo avec une remorque pour mettre son jeune enfant dans la remorque.
et qui, en grimpant une côte à Sherbrooke, hein, parce qu'on connaît les pentes à Sherbrooke, là, a ressenti en fin de randonnée, tout en montant une côte à pic, une douleur très vive au niveau de l'ombo, fessier et à la cuisse postérieure. Alors, le patient se présente chez nous à l'évaluation initiale, qui n'est pas une évaluation du contrôle moteur, c'est notre évaluation habituelle. Le patient est en symptômes majeurs, beaucoup de symptômes, beaucoup de douleurs, difficultés, boiterie sévère, chiffre du tronc du côté droit, segment lombaire en légère flexion. Il a un SLR positif à 40 degrés du côté sciatalgique, perte de mobilité majeure et malheureusement pour lui, aucune direction préférentielle pour le soulager. Donc, premier constat, ce patient à ce stade ne se prête absolument pas à une évaluation du contrôle moteur. Donc, on doit commencer par faire un plan de traitement assez classique pour diminuer un peu l'intensité des symptômes. Et au bout de 3 jours, heureusement pour lui, on est capable de trouver une direction préférentielle. Donc, on fait une approche mécanisée pour corriger son shift. Et on n'est encore une fois pas tout à fait, quand on fait du mécanisé, on n'est pas en rééducation du contrôle moteur. On est en contrôle symptomatique. Alors, à quel moment on a pu commencer à faire notre évaluation? 3 semaines plus tard. Parce que là, on avait un net progrès. Il y avait encore des symptômes, mais beaucoup moins aigus. En fait, on décide d'enclencher l'évaluation du contrôle moteur. À ce moment-là, le patient, dans le fond, a encore des symptômes quand il est assis longtemps, quand il fait des activités en légère flexion du tronc. Et il a tenté de refaire un peu de vélo, ça n'a pas bien fonctionné. Donc là, ce sont, on pourrait dire, nos symptômes principaux, les activités aussi qui déclenchent les symptômes. En objectif, on a une amélioration de la mobilité, un SLR plus convivial, et on y va pour l'évaluation. Un petit rappel, nos 3 grandes choses à évaluer. On refait une posture statique. On choisit, pour lui, on a choisi 2 ou 3 tests de contrôle moteur qu'on va regarder ensemble. Et ensuite, on essaie de déduire les déséquilibres possibles au niveau musculo-articulaire, en lien avec les 2 premiers points. Un petit conseil, on va vous demander de l'essayer. Je ne vous ai pas devant moi pour vérifier si vous allez le faire, mais je vous recommande d'essayer tout de suite cette méthode. Pour la première partie de l'évaluation, quand on réévalue la posture, vous allez tenter, je vais vous montrer des photos du patient, et vous allez tenter, vous allez vous lever debout une fois que vous aurez vu les photos, et vous allez tenter d'imiter la posture antalgique de ce patient-là pour mieux saisir ces déséquilibres musculaires probables. Et la question que vous devrez vous poser, c'est pour être dans cette posture-là, quel muscle semble hyperactif et quel muscle, au contraire, semble inhibé. Donc, voyons voir. C'est notre patient. Donc, on s'aperçoit qu'en position assise, vous pouvez peut-être l'imiter. Vous êtes assis présentement. Donc, évidemment, il est pas mal en flexion lombaire et dorsale. Bassin basculé en postérieur. Protraction un peu au niveau de l'ensemble du cou et de la tête. En position debout, bien là, je vous demanderais peut-être de le regarder d'abord. On s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de courbure lombaire. Il est en méplat lombaire, en fait. Un peu comme épaule enroulée vers l'avant. Et on dirait aussi que son bassin est en bascule postérieure. Donc, je vous invite à vous lever immédiatement et à vous placer dans la position du patient et d'exagérer son déficit postural et de faire une analyse sur vous-même, à savoir, pour me tenir dans cette posture antalgique, quel muscle pourrait peut-être être hyperactif, voire même raccourci. Et quel muscle pourrait peut-être, dans cette position, être très inhibé, voire même surétiré. Alors, compte tenu qu'on n'est pas en formation continue, mais en séminaire, puis qu'on a juste 1 heure,
Je vais tout de suite vous dessiner les réponses et vous pourrez vous rasseoir. Donc, si on regarde sa posture debout, j'ai mis les flèches rouges pour représenter les muscles que je suspecte, hein, qui sont des suspects en termes de muscles trop hyperactifs et possiblement trop courts. Alors, en effet, pour se tenir debout avec un bassin en bascule postérieure, ben, on a possiblement les ischio-jambiers, les extenseurs fessiers, hein, les extenseurs de hanche, et même en avant, si on regarde, là, le grand droit de l'abdomen qui sont peut-être trop courts, trop hyper. Tandis qu'en vert, j'ai mis le muscle principal qui, dans cette posture-là, serait en position surétirée et possiblement inhibé. On regarde assis à gauche, un peu le même principe. La flèche rouge représente, là, on l'a mis sur son bras, mais en fait, elle représente son grand droit de l'abdomen qui est en position très raccourcie. Et au contraire, en arrière, hein, son multifide, ses extenseurs lombaires, en fait, qui sont surétirés. Donc, ce qui est très intéressant de vérifier et de savoir, en fait, c'est que du côté des muscles inhibés, celui qu'on suspecte le plus, multifide lombaire, parce qu'on sait maintenant, hein, c'est fort documenté, que chez les lombalgiques, les gens qui ont de la douleur lombaire, c'est souvent les muscles stabilisateurs, la couche plus profonde, qui est en inhibition. Donc, chez ce patient, on pourrait suspecter tous les extenseurs, mais on va suspecter encore bien plus les multifides, sachant leur réponse typique à la douleur. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'évaluation, qui est test de contrôle moteur. Alors, en gros, on choisit 2 ou 3 tests en lien avec l'activité symptomatique. Et on va faire un peu la même chose. Je vais vous montrer un petit vidéo du patient qui fait le test. Et tout de suite, après l'avoir visionné, vous allez essayer de le mimer, en fait. Vous allez le faire vous-même pour essayer justement de déduire la même chose que tantôt pour la posture. Est-ce qu'il y a des muscles qui perdent? Est-ce qu'il y a des muscles inhibés? Et ça va vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans le test du patient. Les tests que j'ai choisis pour lui, j'ai commencé simplement par un test du rite lombo-pelvien. La raison est simple, c'est que, je m'excuse, je vais revenir en arrière. La raison est simple, c'est que dans le fond, le patient a beaucoup de symptômes quand il fait de la flexion avant. Donc, c'est certainement avantageux d'aller vérifier ça. Voyons voir. Donc, comme vous pouvez le constater, beaucoup de flexion dorsale et lombaire et presque aucune flexion, très peu de flexion au niveau des hanches. Donc, je vous invite à limiter, à le faire vous-même et à essayer de déduire, avant que je mette la photo réponse, de déduire quel muscle risque d'être hyper dans ce mouvement-là et quel muscle risque d'être hypo. Et là, je vous donne la réponse rapide, en fait. En rouge, bien sûr, on a des suspects, les extenseurs de hanches, fessiers et ischio-jambiers. On pourrait dire même aussi les pelvis trochantériens qui empêchent, d'après ce qu'on voit là, à la hanche de faire un mouvement de flexion, en fait. Et chez les muscles hypo, bien sûr, encore une fois, on suspecte notre multifide. Donc, on revient un peu à la même chose qu'en posture statique. Raison pour laquelle on dit souvent que la posture statique, la posture, dicte souvent le mouvement. En fait, ce que j'aurais aimé voir chez ce patient, c'est la figure de gauche, c'est-à-dire une flexion d'au moins 60 à 70 degrés au niveau des hanches. Dans son cas, on avait plutôt la figure du centre, hein, très peu de flexion de hanche, beaucoup de flexion dorsale lombaire. Donc, c'est un patient qui surcharge ses lombaires et qui, en fait, n'utilise pas le pivot des hanches. Le deuxième test qu'on a choisi, c'est un test, on a comme, on pourrait dire, soutirer un peu la tension qui pourrait venir des ischio-jambiers. Donc, on a placé le patient en quadrupède et c'est le test de rite lombo-pelvien, mais en position quadrupède. Normalement, ce qu'on devrait obtenir dans ce test-là, le patient devrait être en mesure de garder une lordose lombaire en pivotant des hanches d'environ 110-120 degrés. On va voir notre patient ce que ça donne.
Donc, je vais à nouveau partir la vidéo et observez bien ce qui se passe. Alors, celui-là, je vous fais grâce de l'essayer. Alors, on fait le test et on mentionne aux patients, essaie de garder une petite lordose lombaire. Ce patient a beaucoup de difficultés à aller chercher une lordose. Et ensuite, quand il fait son test, là, c'est allé un peu vite. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. On va refaire le test. Alors, au moment où le patient tente de faire le pivot des hanches, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de flexion lombaire, presque pas de flexion des hanches. On s'excuse un peu pour la vitesse du vidéo. On suspecte donc chez ce patient, si vous avez bien évalué la chose, que, encore une fois, il y a un mauvais contrôle au niveau des multifida lombaires et beaucoup de difficultés à pivoter aux hanches. Donc, en gros, jusqu'ici, on a fait deux choses. On a fait la posture, on a remarqué surtout l'absence de lordose lombaire, et on a fait nos tests de contrôle moteur. Et là, on a remarqué qu'il y a beaucoup de difficultés à pivoter aux hanches. On peut comprendre que ce pauvre patient sur son vélo aura sans doute une incapacité à contrôler ses lombes en pédalant. Ça risque de ne pas être très joli. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire un autre test de mouvement très fonctionnel, très proche de ses symptômes, pour voir comment ce patient-là se débrouille sur un vélo. Et là, bien évidemment, on n'est pas surpris de constater qu'il est en grosse flexion dorsale lombaire, très peu en pivot hanche. Là, on s'excuse encore une fois pour la qualité. On remarque, c'est que ce patient a beaucoup de difficulté à pivoter dans la hanche et on pouvait voir à la fin du vidéo un peu aussi de balancement au niveau du bassin, là. Donc, un petit rappel, on a évalué les postures. On a fait 3 tests de contrôle moteur. C'est suffisant pour ce patient-là. J'aurais pu en faire d'autres, mais c'est suffisant. On en est maintenant à l'évaluation spécifique des déséquilibres. En fait, on recherche on pourrait dire un peu les coupables de ce mauvais contrôle moteur et de cette mauvaise posture. Donc, on va aller vérifier spécifiquement dans cette étape-là les restrictions qui sont souvent principalement musculaires, pas toujours, mais souvent, et s'il y a des muscles vraiment qui sont très inhibés, très faibles. Autrement dit, on cherche les coupables du délit de mouvement ou du délit de posture. C'est une étape essentielle pour éviter de ne donner des exercices qui seraient inutiles. On veut être certain, si ce patient-là a un manque de souplesse dans un muscle, de traiter ce manque de souplesse, mais on ne veut pas le faire si il présente une flexibilité, par exemple, dans les limites normales. Donc, on vérifie avec des tests le plus possible précis la flexibilité musculaire et, si nécessaire, la mobilité articulaire. Souvent, ça a déjà été fait dans la première évaluation. Et on vérifie par bilan classique les muscles qu'on peut faire par bilan musculaire classique, mais aussi le bilan des muscles stabilisateurs, parce que les stabilisateurs sont les muscles qui sont les plus souvent impliqués au niveau inhibition par rapport à la douleur. Et malheureusement, plusieurs stabilisateurs, on n'a pas de bilan musculaire classique à faire pour eux. Exemple, il est assez difficile d'isoler un bilan musculaire, par exemple, pour un transverse abdominal ou des co-fléchisseurs profonds du cou. Donc, il y a des tests qui existent, il y a des spécialistes qui ont réussi à inventer des tests pour être capables, à tout le moins, de qualifier un peu ces muscles particuliers qu'on ne peut pas tester par bilan classique. Donc, on objective les déséquilibres possibles. Et dans le cas que je viens de vous présenter, le bilan de tout ça était le suivant. J'avais une déficience de douleur posturale, surtout en assis. Mon plan de traitement pour ça est de rééduquer, dans le fond, le patient en postural. J'avais une deuxième déficience qui était carrément une déficience de contrôle moteur, manque de contrôle des hanches par rapport au lombo-pelvien. Donc, ça nous a demandé de faire un plan précis pour redonner à ce patient-là la capacité de pivoter aux hanches.
Et on demande aux patients de faire beaucoup de répétitions dans ces AVQ aussi pour intégrer ce nouveau patron de contrôle moteur. Ça nous a aussi demandé, dans cette étape-là, de corriger le patient en vélo, qu'il tente de faire du vélo avec moins d'hypersyphose, très, très important pour corriger son mauvais contrôle moteur. Ensuite, chez ce patient, ce qu'on avait trouvé vraiment au niveau objectif, flexibilité, ischio-jambier, c'était quand même bien. C'était plutôt ses grands fessiers qui étaient très courts. Donc, on lui a donné des étirements en conséquence. Et on a détecté par un test spécifique des multifides lombaires, un test qui n'est pas un bilan conventionnel, qu'il y avait inhibition significative au niveau multifide. Comme on l'a documenté dans plusieurs études, les lombalgiques ont souvent un déficit du multifide et même souvent du côté, justement, plus marqué du côté de la sciatalgie. Donc, dans ce cas-là, on a commencé par un exercice isométrique pour réveiller ce pauvre muscle inhibé, comme on l'aurait fait avec un quadriceps post-top genou. On le fait pour un multifide qui est inhibé. Et au niveau des limitations, ce patient était très limité en vélo et en posture assise au bureau. Donc, si on parle de traitement associé à ça, c'est dans le plan de traitement également. Donc, rééduquer sa posture. L'image souvent qu'on donne aux patients pour qu'ils retrouvent un peu ces stabilisateurs posturaux. Hein. Les muscles stabilisateurs sont des muscles posturaux. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils soient inhibés vu qu'ils sont des stabilisateurs en présence de douleur. On a rééduqué par un exercice qui ressemblait énormément au test 4 pattes, excusez-moi, j'ai eu un petit... au test de contrôle moteur qu'on a fait à quadrupède. C'est un excellent exercice aussi. Souvent, les tests moteurs sont très intéressants pour les utiliser en exercice. Et un peu comme le quadrupède, on a montré aux patients à faire un squat en position debout. C'est presque comme s'il était à 4 pattes. Mais ça, c'est beaucoup plus fonctionnel et ce patient devait apprendre à pivoter aux hanches. Et il était capable de le faire si on lui montrait et qu'on lui faisait répéter plusieurs fois. On s'est permis de faire aussi une rééducation posturo-cinétique sur le vélo. Et assez rapidement, le patient, après quelques séances, a compris qu'il était possible d'aller sans être en hypersyphose. L'utilisation d'un bâton, très intéressant. J'ai marqué aussi mes doigts, un peu comme en neuro. On fait de la rééducation au niveau des patients neurologiques. On utilise beaucoup nos doigts pour les aider à retrouver le contrôle moteur. Et le patient devait, dorénavant, quand il fait du vélo, devait tenter de se retrouver dans une posture moins syphosée. Et il était quand même capable de le faire. Donc ça, c'est très important, surtout si ça devient son sport principal. Donc peut-être ce qui est à retenir de ce type d'évaluation et d'approche de traitement, c'est avant de mobiliser et de prescrire un exercice de souplesse ou de renforcement, faites l'épreuve des faits. Assurez-vous que c'est bien des déficiences qui font partie du problème du patient. Il est assez fréquent, en fait, de trouver des patients qui n'ont pas vraiment des pertes significatives de flexibilité, ni des problèmes majeurs d'inhibition, mais qui ont un contrôle moteur très mauvais. Alors, à ce moment-là, le plan de traitement devrait être surtout les exercices de contrôle moteur ou les exercices posturaux, si c'est le problème qu'on a détecté. On n'a pas nécessairement donné des exercices de renforcement et d'étirement si le patient ne démontre pas objectivement des déficits à ce niveau-là. On va passer rapidement là-dessus. Les évaluations en flexibilité, pour avoir fait beaucoup de formations continues, je peux vous dire que les tests de flexibilité, franchement, on a besoin de les améliorer. On doit vraiment être beaucoup plus compétent pour les faire. Parce que c'est sûr que quand un muscle manque de flexibilité, ben, quand on fait les tests, si on ne les fait pas de façon précise, le muscle va compenser et on va peut-être avoir une fausse information, comme quoi la flexibilité normale. C'est tout un art de faire des bons tests de flexibilité. Ça mérite de la formation. Au niveau bilan musculaire, je l'ai dit tantôt, on a les bilans conventionnels.
ce qu'il faut se rappeler, c'est que les bilans conventionnels pour les trapèzes, dentelés antérieurs, moyens fessiers, ilio-psoas, je peux vous confirmer qu'ils sont souvent mal exécutés. Pour avoir fait beaucoup de formations partout au Québec auprès de professionnels de physiothérapie très compétents, c'est malheureusement une habileté qu'on n'a peut-être pas développée suffisamment. Et au niveau des muscles stabilisateurs, je mentionnais tantôt que plusieurs auteurs là, ont développé des méthodes pour réussir à évaluer ces muscles. Il y en a sûrement d'entre vous qui utilisent, par exemple, le PBU pour le cou, les co-fléchisseurs et pour le dos, pour le transverse. Alors, ce sont des exemples. Je vous amène à une deuxième histoire de cas, un petit cas intéressant. On va aller un petit peu plus vite pour celui-là. C'est une infirmière qui s'était présentée avec, je vous fais le portrait rapide, là, une capsulite à l'épaule gauche et qui avait aussi un peu de problème au niveau des tendons quand on faisait l'évaluation, disons, classique. Là, on avait quand même un petit peu de douleur dans les mouvements de rotation résistés. La patiente a très bien réagi à la physiothérapie et après 9 semaines, donc un peu plus de 2 mois, elle avait vraiment un net progrès, beaucoup plus de mobilité, mais il persistait des douleurs, ces symptômes persistaient quand elle faisait des mouvements rotatoires. Par exemple, prendre sa mallette sur la banquette arrière, tirer des couvertures au lit, enfiler un manteau. Alors, après 9 semaines, on pourrait dire, de traitement qui impliquait beaucoup d'exercices à la maison, puis un petit peu de traitement physio, on a comme déterminé qu'il était temps d'enclencher une évaluation du contrôle moteur. La patiente allait mieux, moins de symptômes, donc elle était mûre pour une évaluation. Et ce qu'on a trouvé chez elle, je vous montre un peu les photos, là, du côté de l'épaule gauche, on avait en posture statique un bon enroulement, hein, une bonne bascule antérieure de l'omoplate et une tête humérale très antérieure par rapport à la glène, donc pas très bien centrée. Et les tests de contrôle moteur qu'on a décidé de faire chez cette patiente, c'était des tests de contrôle de la rotation, parce que ces symptômes étaient lorsqu'elle faisait des mouvements rotatoires gléno-humérales. Donc, le premier test qu'on a fait, c'est on a fait le test de rotation externe coude au corps. Et on demande au patient, en fait, de bien centrer la tête humérale et de tenter de faire une rotation. On espère qu'elle atteindra environ 60 degrés sans compensation majeure au niveau scapulo-thoracique ni au niveau gléno-huméral. Ça nous donne un peu ceci. Donc, rotation externe. On voit sur la patiente quand même que la tête humérale va beaucoup en avant et elle a une tendance à peu près à peut-être à 20 degrés. Là, je vous commande parce que la vidéo est un peu rapide par moment. Tendance à aller en bascule antérieure. Donc, elle n'atteint pas le standard étant d'être capable de faire environ 60 degrés sans compenser. Le deuxième test qu'on fait, qui est un test de contrôle de la rotation interne, on place le patient en position couchée sur le dos à 90 degrés d'abduction et on exécute une rotation, donc je vais partir le deuxième, une rotation interne. Et là encore, le standard qu'on devrait atteindre, c'est environ 60-70 degrés de rotation axiale pure, sans bascule antérieure ni tête humérale antérieure. Donc, on peut voir chez elle, pas très bien malheureusement, mais que la tête humérale va clairement en avant quand on fait la rotation interne. Peut-être qu'avec la photo qui est ici, ça va vous aider davantage. Donc, le standard, on aimerait que le patient, pour le deuxième test que j'ai montré, obtienne environ 60 degrés de rotation interne. On voit clairement dans la photo du bas la compensation, peut-être un peu amplifiée, mais quand même. Donc, le patient n'arrive pas à tenir la tête humérale bien centrée, ni l'omoplate en position neutre. Donc, on considère que le test est échoué. Le patient a un problème. Et là, ce qu'il nous reste à faire, bien sûr, hein, c'est d'essayer de trouver les responsables de ce délit. Et dans le cas de l'épaule, pour les tests qu'on vient de faire, pour ce test-là, ça peut signifier que les rotateurs externes sont vraiment trop courts, hyper,
et que le sous-scapulaire qui est en avant, qui devrait contrôler la tête humérale, est inhibé. Donc, c'est un exemple là, de test qu'on fait. Et chez cette patiente, donc, ce qu'on avait trouvé, c'est qu'au niveau de la posture, elle avait un petit problème de déficience de posture, déficience douleur posturale, même quand elle était parfois longtemps en position debout, elle avait un peu de symptômes au niveau de l'épaule. Donc, on a décidé de rééduquer un meilleur maintien postural cervico-scapulaire comme traitement. Le majeur, c'était le contrôle moteur de rotation qui était très mauvais. Donc, on a utilisé les deux tests que je vous ai montrés en exercice, et c'est ce qu'on fait souvent. Et là, à ce moment-là, on y va avec de nombreuses répétitions. Alors, 2 séries de 15, 1 à 2 fois par jour. Le patient doit faire beaucoup de répétitions parce que c'est un problème de contrôle. Et on demande au patient de l'intégrer dans ses AVQ. À toutes les fois que la patiente avait à faire des mouvements de torsion, de d'abord se concentrer pour avoir la tête humérale bien située, puis d'éviter la bascule antérieure de l'omoplate. On avait détecté aussi chez cette patiente définitivement un déficit de flexibilité des rotateurs externes et du petit pectoral. Donc, elle avait des exercices à faire spécifiques pour ça. Et une inhibition majeure du sous-scapulaire et du trapèze moyen qu'on a traité au début par de l'isométrie, comme n'importe quel muscle qui est inhibé. J'ai quelques autres exemples de tests moteurs qui peuvent être intéressants pour vous. Il y a le test en position debout, où le patient fait une extension de la hanche. Et le but du test, c'est de voir si le patient est capable d'atteindre le standard, qui serait 10 à 15 degrés d'extension, sans majorer la lordose lombaire, donc avec une lordose neutre, normale, et tout en maintenant un bon contrôle du bassin, donc pas de trodelambour du côté de la jambe qui est en charge, pas de rotation majeure du bassin du côté de la jambe qui va en extension. Et bon équilibre. Souvent, on fait le test sans appui. Là, vous avez un exemple avec appui. Souvent, on le fait sans appui au début pour voir vraiment la vraie nature du contrôle du patient. Un autre test fort intéressant pour les patients comme notre patient numéro 1 qui avait des douleurs en flexion légère. Est-ce que le patient est capable de maintenir la lordose lombaire tout en pivotant aux hanches d'environ 50 degrés, 45 à 50 degrés? Très intéressant. Vous pourrez les essayer vous-même pour vous voir si vous êtes en mesure de faire ça. Donc ça, ce sont des tests, j'aime pas tellement dire des tests standardisés parce qu'il n'y a pas eu encore assez de recherche pour standardiser avec de nombreux sujets ces tests-là. Mais ça nous donne quand même un beau guide, on pourrait dire, pour essayer de détecter les déficits de mouvement. Évidemment, le step-up-down est également un test que plusieurs d'entre vous faites. Maintenant, il s'agirait peut-être de le faire en analysant davantage la biomécanique. Est-ce que quand je fais un step-up, je ne sais pas, moi, est-ce que mon grand fessier, si mon bassin bascule, si mon genou tourne en rotation interne, est-ce que ça pourrait être parce que mon grand fessier est hypo, par exemple, ou que mes adducteurs pubiens et mes rotateurs internes sont hyper actifs. Donc, c'est là l'intérêt de vraiment rythme scapulo-huméral, même chose. Il y a plein de trucs intéressants. Beaucoup de patients, par exemple, lorsqu'ils font le test du rythme scapulo-thoracique, ont beaucoup de difficultés à faire ce qu'on appelle la rotation supérieure de l'omoplate. Si vous regardez l'image de droite, lorsqu'on fait une flexion d'épaule en haut de 90, il faut que l'acromioclaviculaire monte. Et pour qu'elle monte, pour qu'elle fasse son mouvement rotatoire supérieur, ça prend un excellent trapèze, tout le trapèze, et un bon dentelé antérieur. Et qui pourrait empêcher ça en étant hyper? Peut-être en avant le petit pec qui empêche ce mouvement-là, par exemple. Donc, ce sont des types de tests qu'on fait pour analyser. On en a un autre ici, un autre exemple, le test de contrôle des rotations cervicales. Très intéressant. On devrait être capable, par exemple, de tourner la tête environ 70 à 80 degrés pour les gens de 50 ans et moins, là, avec le maintien des yeux horizontaux. Alors, souvent, les patients qui ont un mauvais contrôle cervical vont protracter le cou et en tournant la tête, ils vont incliner la tête du côté opposé de leur rotation. Ça, c'est un signe de mauvais contrôle. Donc,
Je fais l'avocat du diable un peu parce qu'on entend ça quand même de temps à autre dans le domaine de la physiothérapie. Les exercices de contrôle moteur, on entend parfois, c'est inutile. Peu importe l'exercice, ce qui importe, c'est de bouger et mettre l'emphase sur le fonctionnel. Alors, méfiez-vous de cette phrase. Je vais vous montrer tantôt, là, on va répondre à ces prétentions. La deuxième, la mauvaise posture n'a rien à voir avec les blessures ou les douleurs de nos patients. Une autre phrase qu'on entend quand même assez souvent. Et un autre aussi, là, assez à la mode dernièrement, le manque de flexibilité n'a rien à voir avec les probabilités de se blesser. Alors, juste rapidement, là, répondons un peu par un clin d'œil sur les évidences. Bien, justement, en termes de rééducation du contrôle moteur, je pense que ce n'était pas important. Le dernier guide de traitement dont j'ai parlé tantôt, les références 10 et 11 d'Air Whaley, aurait probablement pas parlé de rééducation, d'évaluation et de rééducation du contrôle moteur si ce n'était pas important pour les problèmes de dos. Donc, on en parle largement dans cette étude-là. Il y a un article récent aussi dans le JOPS 2019. C'est un article complet sur les diverses approches de contrôle moteur pour les lombalgies. Ensuite, si on parle un peu des cyclistes, si on y va compte tenu de notre histoire de cas numéro 1, bien, il y a une revue systématique en 2017, puis une autre étude en 2012 qui ont fait une corrélation entre la présence d'un mauvais contrôle moteur et les douleurs lombaires chez ces personnes-là. Et le constat, c'était que dans le contrôle moteur, c'était des patients qui étaient trop en flexion lombaire quand ils faisaient le pédalage sur leur vélo. En 2015 aussi, diminution d'endurance des muscles lombaires, atrophie des multifides et du transverse abdominal chez les lombalgiques cyclistes. En ski de fond, un peu la même chose. Quand on parlait tantôt que la posture n'a rien à voir avec les douleurs, bien, pourtant, dans cette étude-là, 2016, la mauvaise posture, on avait fait une évaluation posturale standardisée, semblait être un facteur contribuant aux lombalgies chez les adolescents, c'est quand même jeune, là, qui pratiquaient le ski de fond de façon là, importante, là, compétitive, donc des skieurs élites. Et je pourrais continuer comme ça. Je vous fais grâce un peu il y en a sur la natation où on parle beaucoup des problématiques posturales pour les tendinopathies d'accrochage chez les nageurs. On parle aussi dans celle-là de l'importance de la flexibilité des ischio-jambiers parce que c'est un facteur prédictif de risque plus élevé de développer une douleur lombaire. Donc, il y a quand même des liens intéressants qui sont faits. Il y a aussi, d'autre part, des études qui vont à l'envers. Par exemple, cette première étude qui nous parle des problèmes de cou et qui conclut que le contrôle sensorimoteur chez les individus avec un problème chronique de cou n'est pas toujours prévisible d'un problème de cou. Donc, on remet en question, en fait, l'importance de tester le contrôle moteur. Par contre, le même auteur, l'année d'avant ou 2 années avant, concluait que les tests de sensorimoteur control pourraient être utiles chez les individus avec des problèmes de cou. Donc, ça varie un peu, mais enfin, on peut dire que dans l'ensemble, si on fait un petit résumé de ce qu'on a vu dans cette présentation-là, on a tenté, je crois, de répondre à 3 questions. On s'est dit, bien, pourquoi est-ce important d'évaluer le contrôle moteur en orthopédie? La réponse semble être que la douleur perturbe la réponse motrice et peut entraîner un déséquilibre musculaire. Quand on a dit pour qui, bien, on s'aperçoit que c'est une approche qui est vraiment intéressante pour des patients dont les symptômes sont reliés au mouvement à partir de la phase subaiguë. Quand on parle du comment, c'est de peut-être implanter, on pourrait dire, une évaluation de 2e degré qui permet de réévaluer de façon analytique la posture, quelques tests de contrôle moteur. Hein, on a dit qu'il fallait que ces tests-là ne soient pas trop nombreux. Souvent, on va en avoir 2, 3 pour un patient. Et d'évaluer les déséquilibres associés à ces déficits de posture et de contrôle moteur. Très important d'objectiver ces déficiences pour une prescription optimale
On essaie d'avoir le moins d'exercices possible pour le plus de résultats possibles. Et n'oubliez jamais que pour améliorer le contrôle moteur, il faut un exercice de contrôle moteur. On a tendance parfois à trop traiter juste les déficiences de flexibilité et de force ou d'inhibition. Souvent, ce n'est pas suffisant. Il y a des patients, en fait, qui ont seulement un problème de contrôle moteur. Donc, on leur donne des exercices à ce moment-là qui s'apparentent souvent aux tests de contrôle moteur qu'on a fait et de les intégrer dans les AVQ pour répéter le mouvement. Alors, ma question finale est la suivante. Est-ce que les physios canadiens sont prêts à emboîter le pas? Moi, je suis très fier d'être un physiothérapeute canadien, mais je pense que dans ce domaine-là, il faut qu'on avance un petit peu plus dans le domaine de la rééducation du mouvement. Alors, mon impression, c'est qu'il faut faire plus de place à l'évaluation du mouvement dans le cursus universitaire, ce qui est déjà en marche beaucoup ici à l'Université de Sherbrooke, en formation continue, en allant chercher de la formation, et en recherche. Et surtout, et là je m'adresse à vous qui travaillez avec des patients, bien, appliquez-le avec vos patients. Ils vont vous remercier de l'avoir fait. Je vous remercie de votre attention. J'aimerais vous mentionner, on arrive à la fin là, de cette présentation-là, j'aimerais vous mentionner que si vous avez des questions particulières sur la présentation d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter directement. Mon adresse courriel est sur l'écran. Vous pouvez également possiblement être intéressé par des séminaires de formation continue qui touchent le contrôle moteur. Je vous invite alors à ce moment-là de consulter mon blog ou encore de vous informer sur les approches de Shirley Simon aux États-Unis et l'approche de Kinetic Control en Angleterre. Donc, je crois qu'on va mettre fin à la présentation. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez apprécié l'ensemble de la présentation. Et je vous invite à me contacter pour peut-être pour me donner un peu vos commentaires ou si vous avez des questions. Merci. Et je ferme officiellement la présentation.